Slash sur le plateau! Salut tout le monde, ici Alex Boivin, votre animateur pour l'émission J'orchestre ma vie. Et cette semaine, on regarde les gens qui ont orchestré leur vie à partir de la musique émergente. Oui, la musique émergente, qu'est-ce que c'est exactement? Mais c'est de la musique qui est en train d'émerger. Les artistes qui émergent ou qui ont émergé aussi. Par exemple, à l'émission cette semaine, Paul Piché, un portrait d'hier à aujourd'hui. Évidemment aussi une entrevue avec Émile Bilodeau et on parle du spectacle de la Fondation Lani, un spectacle qui nous aide, les gens de Gatineau, à mieux se sentir, mais aussi à mettre le pied dans la porte du monde du spectacle. Alors sans plus tarder, commençons tout de suite avec la première capsule, le classique de la semaine. Le petit village de Petite-Vallée en Gaspésie compte 199 résidents permanents, mais accueille plus de 10 fois sa population à l'occasion du Festival en chansons de Petite-Vallée, se tenant au début du mois de juillet à chaque année. Plusieurs centaines d'artistes s'inscrivent pour le concours des chansonneurs et plusieurs milliers de personnes assistent aux spectacles qui sont présentés dans le cadre du festival. Mais qu'est-ce qui a fait que ce festival est devenu un incontournable dans le portrait de la musique québécoise? Le village en chansons de Petite-Vallée, situé à environ 1h30 de la ville de Gaspé, est un tout petit village qui vibre aux sonorités de la musique québécoise. Depuis plus de 34 ans, les résidents du village accueillent plus d'une trentaine d'artistes à chaque année à l'occasion du Festival en chansons de Petite-Vallée. C'est en 1983 qu'Alan Côté, actuel directeur artistique du festival, mais aussi entrepreneur dans l'âme, revient dans son village natal en raison d'une grève qui frappe le cégep de Rimouski. C'est à ce moment qu'il fera la rencontre de Michel Asselin, qui deviendra son fidèle acolyte dans ses entreprises artistiques et entrepreneuriales en Gaspésie. C'est donc en 1983 que le Café de la Vieille Forge ouvre ses portes, endroit où sont actuellement présentés les spectacles du festival. 1983 est aussi l'année des premiers balbutiements du festival. Depuis le tout début, tout le village participe au festival. Les villageois s'impliquent autant en tant que bénévoles ou en tant que famille d'accueil ou encore même comme musiciens. Comme le dit Alan lui-même, ils ont cette idée-là de travailler en communauté. En 1998, l'ajout d'une salle de spectacle adjacente au Café de la Vieille Forge vient fortifier le statut de pilier culturel de la région que le café s'est construit. C'est au retour d'Alan, qui était parti en voyage au Festival international de la chanson de Granby, que la forme et le nom actuel du festival prend vie. Le concours des chansonneurs et la formule adoptée par le festival est instaurée. Anciennement nommé Festival de la parenté, cette appellation disparaît lorsqu'une fusion entre le Festival de la parenté et la Corporation du Café de la Vieille Forge a lieu. Un tout nouveau festival est né, le Festival en chansons de Petite-Vallée. Quelques années plus tard, c'est le village au grand complet qui est renommé Village en chansons de Petite-Vallée. Et plusieurs grands noms de la musique québécoise ont passé par ce festival. Les Vincent Vallière, Michel Robichaud, Robert Charlebois, Gilles Vigneault et Félix Leclerc sont des artistes qui y ont joué, mais aussi participé au concours des chansonneurs, concours qui rassemble 8 auteurs-compositeurs-interprètes du Québec. Les chansonneurs sont sélectionnés par rapport à leur originalité, la qualité du mariage entre le texte de leur chanson et la musique, leur voix et la justesse de leur interprétation. De plus, la présence scénique est aussi évaluée. Ces jeunes musiciens doivent présenter 4 chansons à un jury pour la sélection. Ils sont encadrés par une équipe professionnelle de la chanson. Des gens comme Yann Perrault et Marc Derry travaillent et retravaillent avec les jeunes chansonneurs pour leur procurer une expérience musicale bonifiée, en plus de sortir de cette école en étant outillés pour percer dans le milieu de la musique québécoise.
C'est donc dire que ces chansonneurs arrivent à Petite-Vallée en tant que musiciens émergents, mais en ressortent avec tous les outils pour devenir professionnels dans leur domaine. Depuis quelques années, un volet jeunesse est ajouté au festival avec le camp en chanson. Des jeunes de 12 à 17 ans se réunissent à Petite-Vallée et, comme les chansonneurs, profitent du mentorat de certains artistes de renom. Ce festival étant présenté en région, les difficultés et les obstacles sont surtout d'ordre budgétaire. Malgré tout, le festival parvient à garder la tête hors de l'eau grâce à l'imagination de son directeur artistique, Alan Côté. Il aura créé plusieurs campagnes de financement en collaboration avec différentes firmes qui aura permis au festival de continuer leur démarche depuis les 34 dernières années. Ce village vibre au rythme de la musique et des vagues de la mer qui bordent la côte gaspésienne. Pour la 34e édition du festival en chansons de Petite-Vallée, l'artiste parrain, nommé Passeur, sera les Trois Accords. Une édition nommée J'aime ta grande-mère. Ah, Gaspésie, je t'aime! Ah, j'ai même eu la chance de rencontrer un artiste qui a fait partie de ce festival, le Festival en chansons de Petite-Vallée, et j'ai nommé Émile Bilodeau. Allons tout de suite voir ce qu'il avait à nous dire. Silence sur le plateau! Salut les gens, je suis ici au Cabaret La Bazoche aujourd'hui avec mon ami Émile Bilodeau. Émile, bonjour. Salut Alex, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Je suis très content de te revoir. Ben moi aussi. Encore? Je suis un peu tanné, mais... Ben, on se lâchera pas. Non. Comme un vieux couple des années 70. Ah ben si jamais tu dis qu'on est un vieux couple, j'aime bien ça. Ah, peut-être que je suis un peu mal à l'aise. Émile, pour ceux qui ne connaissent pas, à Gatineau, ici, c'est ta première fois que tu viens jouer officiellement pour un spectacle. Présente-toi un peu aux gens qui ne te connaissent pas. Ben moi c'est bien simple, je joue de la musique fortement francophone dans ce son. Ben il y a des bouts en anglais, là, mais c'est juste pour dire, je suis pas dead obese, là. Mais tout ça pour dire que je fais de la musique très francophone qui prône des idées de liberté, d'introspection, introspective. On se pose des questions sur nous-mêmes, sur les autres, sur la société, mais aussi je suis pas effrayé de faire des réflexions sur le petit moment de la vie. Fait que je me laisse inspirer par ben des affaires. Là, puis c'est vraiment, je me considère comme un chansonnier avant tout, mais j'ai aussi un groupe de musique. Mais pour l'instant, c'est un show que je fais. Là, toi, ça fait quelques années déjà que tu joues de la musique. On s'est vu à tes débuts ici à Gatineau, au Jeu de la francophonie canadienne. C'est quoi un peu ton parcours que tu as suivi depuis les tout débuts jusqu'à aujourd'hui? Ben, je te dirais que j'ai pris une stratégie commune, c'est-à-dire j'ai couru les concours, pas les concours télévisuels, comme tout le monde connaît, mais des concours plus axés sur les auteurs, compositeurs, interprètes, c'est-à-dire des concours qui prêtent l'oreille aux gens qui prennent la peine d'écrire des textes originaux. Et puis je pense que par le biais de mon humour, de ma créativité, puis de ma présence sur scène, j'ai réussi à gagner des prix qui m'ont permis de faire des beaux projets, de faire des gros spectacles, qui m'ont permis de rencontrer du monde. Puis aujourd'hui, je suis dans une maison de disques très réputée, fait que ça a vraiment été sur le pif, là, puis j'ai une bonne réponse du public. Trouves-tu que ça va bien jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, je peux pas demander mieux. Je suis arrivé ici, puis il y avait de la bouffe pour moi, fait que moi, tu m'as... Gatineau t'a charmé. Gatineau dans le tapis. Émile, justement, on parle des concours. Ouais. Toi, t'es allé à Grande-Bay, t'es allé à Petite-Vallée aussi, qui est plus ou moins un concours. Mais justement, parlons un peu de ces concours-là, de ces festivals-là qui prônent un peu la musique émergente. Écoute, je pense que c'est un super bon moyen pour montrer à un grand public ce que tu fais. Évidemment, la compétition est quand même assez rude, là, dans ce sens où tout le monde veut l'avoir, le fameux prix qui va te permettre de t'ouvrir les portes. Mais je pense qu'au Québec, on est chanceux parce que les prix, même si c'est pas tout le monde qui gagne les prix, sont très généreux. Sont vraiment axés sur un investissement à long terme sur l'artiste. Puis c'est pas juste comme félicitations, t'as gagné 300$ pour t'acheter du McDo. C'est vraiment genre, t'as gagné 2000$ concrètement qui va te permettre d'aller t'acheter un meilleur gear, qui va te permettre de t'entourer de meilleurs musiciens. T'sais, on parle vraiment de concours qui donnent des outils
aux gens qui débutent. Fait que je pense que sur ce point de vue-là, on est très chanceux au Québec. Puis on a, bon, tu dis justement les festivals et tout ça, on a plusieurs festivals, mais on a aussi des concours télévisés. Il y avait Star Academy avant, maintenant La Voix. C'est quoi ton opinion sur ces concours-là? Oh man, start-moi pas là-dessus. Tu le sais, hein? Ben écoute, je pense que le public aime ça. C'est intéressant de voir monsieur et madame tout le monde arriver et faire une toune de 3 minutes, puis on capote bien raide, puis on veut l'avoir dans le salon à tous les jours de la semaine. Mais tu sais, moi j'ai pris la peine de réfléchir à quel point ça doit être buzzant, tu sais, Alex Boivin partout pendant un an, man, puis l'année d'après, on n'entend plus parler de toi. À quel point, toi, tu dois être vraiment sur le choc de ce qui s'est passé pendant la dernière année. Bien sûr, il y en a qui percent, puis tant mieux pour eux autres, ça continue. Mais il y a vraiment cette idée-là du végétarien instantané. Fait que moi, j'ai choisi, comme je t'ai dit un peu plus tôt, la stratégie du long terme. La stratégie de, regarde, je suis pas le plus beau, je suis pas le plus fin, je chante pas le mieux, mais j'ai des textes, puis je sais que tout au courant de ma vie, je vais vous en écrire, puis tant mieux si il y en a une partie de la population qui est... On va s'arrêter là pour le côté entrevue. Par contre, on va sortir nos sifflets, puis on va jouer Oui, c'est vrai, au sifflet, d'accord. Ça va faire plaisir. Merci Alex. Ben, merci beaucoup à toi. On termine ça sur un jam. Alors, bonsoir, et nous allons vous chanter une chanson qui s'appelle Les Poètes Maudits avec le groupe Le Décifleux. Je vous présenterai pas. 3, 4. Ah, toujours aussi sympathique ce Émile Bilodeau. Un des modèles desquels il pourrait s'inspirer fortement pour continuer sa carrière, c'est Paul Piché. Allons voir tout de suite son portrait d'hier à aujourd'hui. Pour cette chronique, on se jase de Paul Piché. Paul Piché est né en 1953, à Montréal. Il grandit à Laval avant de déménager à la Minerve durant son adolescence. Son père, un fédéraliste convaincu, est très important et très déterminant pour le jeune Paul Piché. Paul Piché termine ses études universitaires en archéologie avant de se concentrer à sa passion, la musique, en tant que chansonnier à partir de l'âge de 20 ans. Ouais, parle-moi d'une suite logique, hein? Écoute, moi je finis mes études en archéologie, je m'en vais faire de la musique d'un bar. Ben oui, c'est ça. Paul Piché, mesdames et messieurs. Paul Piché. Paul Piché lance son premier disque qui est consacré platine. Ce disque se nomme À qui appartient le beau temps et contient plusieurs chansons qui seront jouées abondamment dans les radios du Québec. Par exemple, la chanson Heureux d'un printemps et la pièce titre, mais par contre, plusieurs autres chansons vont marquer l'imaginaire québécois, comme par exemple Mon Joe, une adaptation qu'il fera, et qui est une chanson qui m'a vraiment collé à la peau durant mon enfance, et aussi une chanson qui retentit encore une fois dans les maisonnettes des Québécois aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose dans le ciel à soir. Je pense qu'on peut pas vraiment faire autrement que de la chanter. Hein? On peut pas vraiment faire autre chose que de la chanter. Amenez-moi une guitare. Dans plusieurs artistes de renom participent à cet album, tels que Serge Fiori, Alain Lamontagne et plusieurs membres du groupe Beau Dommage aussi. Assez rapidement, ce disque est consacré un disque platine et c'est assez exceptionnel de savoir que le premier album d'un artiste est aussi, en fait, un disque platine. C'est assez exceptionnel de pouvoir découvrir un artiste tout en sachant que ce disque-là est platine. C'est réellement en 1979 que sa carrière prend vraiment un envol assez fulgurant, avec des spectacles partout au Québec, mais aussi en Europe. Le vieux continent accueille maintenant Paul Piché. À la suite de l'échec du oui au référendum de 1980, Paul Piché se retire pour écrire de nouvelles chansons, chansons qui apparaîtront sur son nouvel opus, qui se nomme L'Escalier, encore une fois encensé par la critique. Nouvelle d'Europe est un autre disque que Paul Piché lance cette fois-ci en 1984, tout juste avant de prendre une pause dans son écriture et sa production de musique. En 1988, Paul Piché revient en force avec un nouvel album qui atteint les 100 000 copies vendues, un cap qu'il atteint à plusieurs reprises au cours de sa carrière. Il aura l'occasion, évidemment, avec cet album, de se produire dans plusieurs grandes salles au Québec, notamment le Club Soda, le Spectrum, le Théâtre Saint-Denis, le Théâtre Outremont et à la Place des Arts. Qui dit artiste engagé dit Paul Piché. Oui, effectivement, Paul Piché est un artiste engagé et il a la souveraineté du Québec à cœur, vraiment.
Il a participé à de nombreux spectacles sur les plaines d'Abraham pour la Saint-Jean-Baptiste et il a aussi participé à un spectacle tout spécial en hommage à Gilles Vigneault lors de la 2e édition des Francopholies de Montréal. Édition qui a été notamment marquée par cet hommage de plusieurs artistes à l'endroit de Gilles Vigneault. À la suite de la défaite du oui au référendum de 1995, Paul Piché décide de s'engager dans différents organismes, notamment pour la cause environnementale, tout en restant identifié à la cause de l'identité nationale. Petit fait cocasse, le 9 septembre 1999, Paul Piché lance son 9e album, intitulé Le Voyage, qui contient 9 chansons. Le 9e jour du 9e mois de 1999, il lance son 9e album qui contient 9 chansons. Je vous le jure, là, il est vraiment pas obsédé par le numéro 9. Aujourd'hui, Paul Piché s'implique encore dans la cause environnementale, mais aussi pour les valeurs de la promotion de la vie. Un peu plus proche de chez nous, Paul Piché est un grand ami de la Fondation Lani, fondation à laquelle j'ai pu le rencontrer en raison de mon implication personnelle aussi avec eux. En résumé, Paul Piché est un homme qui a vraiment changé et marqué l'imaginaire québécois. Les Québécois se rappellent de Paul Piché évidemment pour ses chansons qui sont porteurs de sens politique et écologique aussi, de plus en plus au courant des années. Paul Piché est un homme qui aime beaucoup s'impliquer au travers de la communauté et au travers de la société dans laquelle il vit. Paul Piché, un homme aux mille et un visages. Ah, Paul Piché, un des très grands amis aussi de la Fondation Lani, et ça tombe bien, c'est notre Quoi de neuf à voir cette semaine. Alors, Quoi de neuf à voir, le spectacle de la Fondation Lani. Alors, cette semaine, pour votre Quoi de neuf à voir, c'est le spectacle de la Fondation Lani 2015-2016. Évidemment, je fais partie de ce spectacle-là depuis 2 ans maintenant et j'ai beaucoup de plaisir à co-animer avec mon co-animateur préféré, Jean-Marie Lapointe, et évidemment aussi à participer à ce spectacle-là en tant qu'humoriste depuis maintenant 2 ans. C'est eux qui m'ont donné l'opportunité, la première opportunité à vie de faire un numéro seul sur une scène et j'ai beaucoup adoré et j'ai donc répété l'exploit encore une fois cette année avec le spectacle de la Fondation Lani. Je vous laisse regarder un petit extrait. Pique le ballon, mais le ballon part pas. C'est le pied qui est parti. Ben Seb, là, le gars à qui j'ai prêté un crayon, c'était pas l'histoire que je voulais vous raconter, il ramasse ma prothèse. J'ai jamais parlé. Il ramasse ma prothèse, il s'en vient me voir, la remet devant moi, me prend en dessous des aisselles, me remet dans ma jambe, me donne une petite tape sur les fesses et me chuchote à l'oreille « Go mon homme ». J'ai eu un 2 minutes dans ma tête où est-ce que j'ai arrêté de jouer puis j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, ce spectacle-là est ouvert à tout le monde peut proposer leur numéro. Et cette année, il y a quelques numéros missions. Qu'est-ce que c'est que des numéros missions? En fait, les numéros missions, c'est des personnes qui sont aidées par la Fondation en raison de leur situation particulière. Par exemple, Marie-Soleil a chanté une chanson, même si elle est atteinte de paralysie cérébrale. Mathieu, lui, l'année dernière, n'a pas chanté de chanson, mais a joué le piano sur une de ses chansons, malgré le fait qu'il soit lui aussi atteint de paralysie cérébrale. Il y en a d'autres aussi, Ryan par exemple, qui nous a joué une de ses compositions cette année, qui lui est atteint de maladie mentale, de troubles mentaux, mais malgré tout, vit très bien avec tout ça. Et je vais vous laisser en écouter un petit extrait. Aujourd'hui, que ça va se passer. Êtes-vous prêt à m'accompagner? Marcher à mes côtés. Cette année encore, des groupes locaux sont venus jouer à ce spectacle, comme par exemple Echo, qui sont venus nous présenter leur tout nouvel album au spectacle de la Fondation Lani. Il y a aussi des groupes et des artistes plus établis, comme par exemple Alexandre Béliard. Il y a aussi Salomé Leclerc qui est venue chanter dans sa carrière solo. Elle a
2 albums déjà qui sont très primés un peu partout ici et en Europe. Et depuis quelques années aussi, Paul Piché, un grand ami de la Fondation, qui vient jouer à toutes les années et qui a terminé sur une note tout simplement sublime avec le groupe Echo. Assis sur le bord de mon trou, je me creuse la tête. Je pense au bonheur des gens, je sais bien que ça va pas durer. Ça a l'air que ça prend des sous pour faire la fête. À qui appartient le beau temps, l'hiver, l'été durant. Rapidement, j'aimerais vous rappeler que le spectacle de la Fondation Lani est pour la promotion de la vie et la prévention du suicide auprès des jeunes dans la région de Gatineau, Ottawa. Alors, si jamais vous voulez avoir plus amples informations, vous pouvez regarder le lien qui apparaît tout juste en bas de l'écran et aller voir sur leur site internet. Entre-temps, j'espère que vous allez avoir énormément de plaisir à écouter les capsules qui sont sur la chaîne YouTube de la Fondation Lani et j'espère aussi que vous allez pouvoir venir nous voir l'année prochaine à ce spectacle qui vaut la peine de se déplacer. Merci la Fondation Lani pour la vie. C'est ça. Oui, c'est ça. Et qui dit quoi de neuf à voir dit aussi quoi de neuf à lire. Alors cette semaine, on lit La Fraternité du Rock, le 2e volume, Un été chaud. La maison d'édition Espoir en Cannes nous propose une série de livres s'intitulant La Fraternité du Rock. Ils sont déjà rendus à leur 2e opus et celui-ci se nomme Un été chaud. Un été chaud parce que, même si ce sont les vacances d'été, le groupe Rock à l'os ne se repose pas. Canis, Fred, Joe et Barbouel comptent bien être prêts lorsqu'ils feront face à leur plus grand défi jusqu'ici, se faire remarquer aux fêtes de l'été. Et grâce à la Fraternité du Rock, Canis pourra se fier sur Mike, un batteur d'expérience pour le soutenir. Heureusement, car il n'y a toujours aucune trace de son ami et mentor Spider. Sans compter qu'une première sortie seule avec Héloïse s'avérera beaucoup plus ardue qu'il ne le croyait et de petites vacances changeront tout. Ce sera définitivement un été chaud. Effectivement, je viens tout juste de vous faire le résumé du second opus du livre La Fraternité du Rock, le livre qui s'intitule celui-là Un été chaud. Et c'est France Gosselin qui est l'auteur en question de ce livre-là, livre qui est publié aux Espoirs en Cannes. C'est une maison d'édition qui a été ouverte en 2013, fondée en 2013 à Québec. Et maintenant, il y a plusieurs auteurs qui sont publiés avec Espoir en Cannes qui se spécialisent dans la littérature jeunesse. Effectivement, le livre La Fraternité du Rock, la série en fait, s'adresse à un public plus jeune, un 12, 13, 14 ans, je vous dirais. Des personnes qui apprécient beaucoup le rock alternatif, le rock des années aussi 90, 80-90, les Kiss, les Nirvana, les AC/DC aussi. Et je vous dirais aussi que c'est un livre très illustré. C'est un livre qui est quand même facile à lire, malgré le fait que ce livre-là est en deçà des 300 pages. Je vous dirais que c'est un livre qui se lit assez rapidement. L'autre est au-dessus, le premier opus est au-dessus du 300 pages et se lit assez rapidement aussi. C'est des livres que j'ai dévorés, c'est des livres que j'ai adorés. La raison est très simple, on s'attache beaucoup au personnage. Le personnage principal, c'est Canis. Canis, c'est un gars qui veut absolument devenir quelqu'un à la base pour dans la musique. En fait, lui, il veut devenir un des plus grands musiciens rock du monde. Et c'est avec ses acolytes, Fred, Joe et Barbouel, et la Fraternité du Rock en général, en fait, qu'il va arriver à ses fins, peut-être, parce qu'on n'a pas encore la finalité de ce qui se passe dans cette histoire-là à la fin du 2e livre. Donc, la suite est très importante. Espoir en Cannes nous tient déjà en haleine et ça fait que 2 ans qu'ils sont ouverts officiellement. Là, si jamais on compte que le premier livre a été publié en 2014. Alors, tenez-vous prêt à avoir la suite dans quelques mois à peine.
Et ce qui est vraiment intéressant avec ces livres-là, et ça j'apprécie ça particulièrement avec ces livres-là. Souvent on voit des livres avec des préfaces, c'est super intéressant ces préfaces-là, mais ceux-là des livres en fait de la Fraternité du Rock est extrêmement plus efficace. C'est des musiciens qui sont connus à travers le monde qui font la préface. Dans le premier livre, ça a été une percussionniste qui a joué à Belle et Bomme, mais aussi en Afrique, en Europe, un peu partout à travers le monde, qui a fait la préface. Dans le deuxième, c'est Luc Lemay, qui est fondateur d'un groupe de death metal au Québec, un des plus gros à avoir été sur la scène québécoise. Et honnêtement, un très beau préface. Ça nous met déjà dans l'ambiance. Puis pour un jeune, ça motive beaucoup de voir que ces gens-là sont encore dans le milieu. Puis c'est incroyable à quel point c'est beaucoup de travail. Ils nous disent la vérité, au moins. Alors moi, je vais vous le dire, je vous le recommande, ce livre-là. Je vous recommande La Fraternité du Rock à toutes les personnes qui veulent avoir en fait un petit peu de plaisir, une lecture légère, une lecture d'été, un été chaud, ben, un été de lecture aussi avec La Fraternité Rock, ben, plus une fin de semaine d'été de lecture avec La Fraternité Rock. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là, mesdames et messieurs, pour l'émission J'orchestre ma vie. Cette semaine, c'était la semaine de la musique émergente québécoise sur nos ondes, mais la semaine prochaine, c'est l'humour québécois, l'humour émergent qui sera mis en lumière. J'orchestre ma vie. On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao!